Bonjour Oran, Bonjour Annabelle. est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Oran Desnos et je suis traductrice de l'anglais et de l'espagnol vers le français, spécialisée en musique et spectacle vivant. Et je suis aussi cofondatrice de l'initiative Tradupreneur, donc qui est une plateforme de ressources et d'informations qui aide les traductrices et traducteurs indépendants à se lancer et à se développer et à s'épanouir dans leur activité. Et donc, dans ce cadre-là, j'anime aussi, comme toi, un podcast qui s'appelle Translucide, la machine à café des langagières et langagiers, et où tous les mois, j'interviewe un professionnel des langues. Et le but pour moi, c'est vraiment de dresser son portrait et d'aborder à chaque fois une thématique particulière. Mais pourquoi, selon toi, créer du contenu, c'est important, surtout sur Internet, avec tous les réseaux sociaux? Pour moi, c'était important de le faire en français parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses dans la sphère anglophone et aussi hispanophone, mais qu'on manquait cruellement d'informations regroupées ensemble par rapport à la traduction, à l'entrepreneuriat en traduction en français. Qu'il y avait plein d'infos un peu sur différents sites d'entrepreneuriat ou sur certains blogs de traducteurs, mais que ça manquait de concentrer l'information sur un même médium. Où ce serait pratique de trouver des ressources utiles de manière efficace. Comment tu fais pour être aussi productive en freelance? Je pense qu'au fur et à mesure du temps, j'ai essayé de mettre en place des outils qui m'aident au quotidien. J'utilise Toggle pour noter mes temps sur les différentes tâches que je fais, que ce soit du traitement d'email, la gestion de projet, combien de temps je passe sur telle ou telle traduction, pour me rendre compte si c'est rentable, si c'est pas rentable, s'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Aussi, un outil que j'ai appris à apprivoiser l'année dernière, ça s'appelle Notion, qui est un outil plus d'organisation, en fait, qui permet vraiment de créer des espaces personnalisés. En fait, on peut rajouter des blocs de texte, des images, des vidéos, intégrer d'autres applications et logiciels via cette plateforme. Et alors, ce qui est pas mal avec Notion, c'est que le logiciel propose des modèles déjà préconçus, suivant ce que tu as envie de faire. Ça peut être la gestion de projet, la gestion de tes finances, que ce soit pro ou perso. Mais aussi, tu peux partir d'une page blanche et rajouter tes blocs et après faire ton organisation. Et si un troisième que je mentionnerai, c'est LSP Expert, qui permet, qui est très connu des traducteurs et traductrices indépendantes, qui permet de faire de la gestion de projet, de la facturation, devis, gestion des dépenses, voilà, dans une même interface. C'est à quel moment que tu as décidé que c'était la traduction musicale que tu allais faire? Depuis le master, finalement, j'avais en tête, j'aimerais bien allier mes deux passions, la musique et les langues. En plus, c'est mes deux expertises. Voilà, un parcours de pas mal d'années, on va dire, au conservatoire, en flûte traversière, où j'ai fait pas mal de choses différentes. Et je me suis dit, mais enfin, je peux vraiment l'exploiter aussi dans mon métier de traductrice. Et c'est au détour de recherche sur Google où j'ai découvert qu'il y avait une autre traductrice aussi qui, qui était spécialisée en musique, qui s'appelle Anne-Julie Dupart. Et en fait, quand j'ai vu son profil, je me suis dit, ah, mais c'est possible. Et puis là, je me suis dit, bon, allez, je m'affiche en tant que spécialisation musique. Vers janvier-février, j'ai fait la connaissance de Gaëlle, donc ma collaboratrice sur Tradupreneur. Et puis, il y a eu le projet Tradupreneur, donc, qui a été lancé en juin. Et en tout cas, un de mes grands objectifs cette année, c'est vraiment aussi, de continuer le développement de Tradupreneur et de prospecter, de faire parler de mon projet de spécialisation en musique beaucoup plus cette année. Puis je savais même pas c'était quoi être traductrice en musique et en spectacle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors en fait, souvent, on pense, quand je dis traduction de musique, on pense tout de suite chanson, que je traduis des chansons ou des partitions. Alors, il faut bien se dire qu'une partition, c'est un langage musical et que qui est universel. Enfin, en tout cas, le langage musical occidental, de la musique occidentale. Donc, ça ne se traduit pas. Alors,
Ça peut être, tu peux avoir des ouvrages théoriques sur la théorie de la musique, sur le solfège, la formation musicale. Mais en effet, traduire une partition qui est écrite, par exemple, je pense, je sais pas, un nocturne de Chopin, bah non, ça ne se traduit pas. Et après, en fait, c'est comme pour tout domaine, que ce soit l'œnologie, le scientifique, les mathématiques. Quand on se spécialise dans un domaine particulier, on se spécialise dans la documentation qui entoure ce domaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver en musique? On peut trouver notamment dans l'univers de la musique classique les pochettes de CD qui peuvent être en plusieurs langues. On peut trouver des ouvrages spécialisés également. Ça peut être les sites internet des artistes, des festivals, des salles de concert. Ça peut être le site internet aussi d'un fabricant d'instruments de musique. Voilà, ça va être tous les contenus marketing ou techniques qui vont entourer ce domaine bien précis. Et je sais que, voilà, moi, je viens justement de la traduction technico-marketing. Donc, si on me demande là tout de suite maintenant de traduire certaines chansons, peut-être que je vois le texte et je me dis oui, je m'en sentirais capable. Mais il est fort probable que je me dise ah, c'est peut-être un peu trop ambitieux et je connais des personnes qui le feront beaucoup mieux. Donc, auquel cas, je renverrai vers ces personnes qui sont, voilà, qui ont une plume un peu plus littéraire. Voilà. Est-ce que tu sais c'est quoi le surtitrage? C'est une technique qui est utilisée principalement au théâtre, mais aussi à l'opéra. Et qui, en fait, via des écrans LED qui sont affichés au-dessus de la scène d'une représentation, permet d'afficher des surtitres qu'on appelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont placés au-dessus de l'écran, en fait, enfin, de la scène qui représente un écran, à la différence des sous-titres qui sont en bas de l'écran. Et donc, ça permet de rendre accessible une pièce de théâtre ou un opéra en langue étrangère, ce qui est souvent le cas en opéra. Il peut y avoir notamment en France, des productions en langue italienne, allemande, anglaise. Alors, les plus avertis connaîtront par cœur le livre en italien, ils n'auront pas besoin de surtitres. Mais le commun des mortels, comme toi et moi, si on veut comprendre quelque chose à l'histoire et qu'on ne connaît pas l'italien, on aura besoin des surtitres. Non, et parfois même à l'opéra, même quand on connaît la langue, au niveau de la prononciation, ça peut être même parfois les surtitres peuvent être intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en coulisses, il y a une personne qui manuellement passe d'un surtitre à l'autre. Parce que l'action, en fait, comme c'est du direct, l'action, elle n'est pas pareille d'une représentation à l'autre. C'est pas millimétré à la même seconde près. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours une personne, j'ai appris ça récemment, hein, un topeur ou une topeuse qui tope pour passer d'un surtitre à un autre. Est-ce que tu fais du sous-titrage? Puis est-ce qu'il y a des règles, des contraintes à faire différemment d'un autre texte général, par exemple? Oui, alors en sous-titrage, il y a un certain nombre de contraintes. Déjà, donc les sous-titres souvent sont en bas de l'écran, à peu près au milieu, ils occupent un tiers de l'écran, et souvent c'est sur 1 à 2 lignes. Au niveau de la disposition, il faut que la ligne du dessus soit plus courte, soit de la même longueur que la ligne du dessous. On appelle ça c'est une disposition en pyramide ou en rectangle. Les standards, c'est 37 à 38 caractères par ligne. Pour en fait permettre à la personne qui regarde le film ou la série qui est sous-titrée d'avoir suffisamment de temps pour lire. Donc, il faut aussi que le sous-titre apparaisse assez longtemps à l'écran pour permettre à la personne d'avoir le temps de lire. Alors, je sais, parfois, ça oscille, je crois, entre 15 et 18 caractères par seconde que la personne est capable de lire et que ce soit facile et qu'en même temps, la personne puisse aussi voir ce qui se passe à l'écran. Et c'est pour ça qu'il y a tout un travail en sous-titrage aussi de condenser l'information. Alors, ça dépend des contextes, si la personne qui parle rapidement ou lentement. Si elle parle lentement, ce sera plus facile de retranscrire plus de ses idées. Par contre, si c'est comme dans une sitcom où ça va très très vite, là, il va vraiment y avoir un travail
d'adaptation à faire. Puis en parlant d'adaptation, est-ce que tu dois faire ça, dans tes brochures de marketing? Moi, je considère que vraiment le travail de traduction, il peut y avoir différents paliers d'adaptation, mais c'est toujours, on adapte toujours par rapport aux critères du client. On fait la distinction de plus en plus entre traduction et transcréation. Euh, mais en fait, la transcréation, c'est mettre en avant d'un point de vue marketing ce qu'on devrait faire tout le temps en traduction. Bien sûr, la transcréation va plus loin, qui peut vraiment adapter souvent on prend l'exemple du slogan qui va complètement être adapté d'une langue à une autre, suivant le but recherché par la marque, ce qu'ils ont envie que les gens ressentent, pour leur donner envie d'acheter dans cette marque. Et là, pour adapter ce slogan, même s'il fait que 4 mots, il va falloir beaucoup de temps de recherche, d'études de marché pour voir aussi les autres marques sur le marché français, c'est quoi les concurrents, c'est quoi leur message, comment cette marque elle peut se démarquer, comment. Donc oui, c'est pas juste traduire 4 mots. Et je pense qu'il y a toujours une part de création et d'adaptation en traduction qui oscille suivant le type de texte. Ce ne sera pas du tout pareil un texte technique ou un texte marketing. Mais je dirais que voilà, la transcréation, c'est le mot un peu marketing, voilà, pour dire je fais de la bonne traduction en marketing. Utiliser la post-édition pour traduire une brochure marketing, ça n'a pas de sens. Ça peut peut-être avoir du sens pour une ou deux phrases, mais dans le contexte, on va devoir adapter énormément pour avoir un ton accrocheur et percutant et que oui. Et le rendu de la post-édition, même s'il peut sembler traduction humaine à la fin, faut bien se dire qu'entre les deux, il y a toujours une machine. Donc le post-éditeur c'est son travail de garder ce qui peut être gardé en post-édition, parce qu'il est aussi payé un certain tarif pour faire ce travail. Mais ce qui fait qu'il y a certaines structures qui vont être plus facilement proposées par la machine et qui n'auraient pas forcément été utilisées par le traducteur en traduction classique, en traduction humaine, en page blanche en fait. Mais on ne peut pas demander à un post-éditeur, à la fin de sa post-édition, d'avoir l'équivalent d'une traduction humaine, parce que le processus n'est pas le même. Considères-tu la musique comme une langue universelle? Quand on est entendant, on a tous des oreilles, donc on peut tous entendre la musique. On la comprend après différemment d'une culture à l'autre, d'une sensibilité à l'autre. Il y a notamment, je crois, des études qui ont été faites dans certaines communautés un peu tribus, en Afrique. Et on a diffusé notamment des œuvres de Mozart et qui ont résonné vraiment dans les personnes et où les personnes ont exprimé une profonde émotion. Et c'est des œuvres en fait qui assez généralement de par le monde provoquent vraiment de l'émotion. Donc je pense que certaines œuvres peuvent être assez universelles au niveau de la musique, mais qu'après, voilà, en musique, il y a un panel de genres différents, divers et variés, et qu'après, en fonction de sa sensibilité, ça va nous parler ou pas, on va aimer ou ça va nous énerver, on va se sentir bien, au contraire, ça va nous stresser. Donc, voilà. Puis je pense qu'il y a une part de transmettre de l'émotion, ou un message en tout cas. Quand on est traducteur, voilà, on transmet le message d'une autre personne. On essaye d'y être le plus fidèle. Et en musique, en tout cas en musique classique, on va interpréter une œuvre qui peut être déjà écrite et on va essayer d'être le plus fidèle aussi à la partition, à ce qui est écrit, aux intentions du compositeur. Et pour toujours transmettre une émotion, transmettre un message et que ça impacte, que ça touche en fait le public. Et je trouve on retrouve ça en traduction, pareil. L'objectif, c'est que ça touche d'autres personnes. Est-ce que tu peux me dire, un projet dont tu es le plus fier? Je dirais le podcast.
C'était quelque chose que j'avais en tête depuis plus de 2 ans, à peu près au moment donné où je me suis lancée en indépendante, où j'ai aussi découvert le podcast, parce que je ne connaissais pas du tout avant ce format, j'en écoutais pas du tout. Et puis à partir du moment donné où j'ai commencé à écouter, j'ai été un peu, c'est pas podcast holique, je ne sais pas si on peut dire ça, podcastaholique. Et donc, je me suis un peu calmée depuis. Et ouais, et j'essaye d'écouter plein de choses sur l'entrepreneuriat, sur les podcasts, sur la traduction et l'interprétation. Donc voilà. Et au moment donné où je me suis dit, voilà, on a lancé avec Gaëlle Tradupreneur. Et j'avais cette idée de podcast, mais je n'étais pas encore sûre de moi. Au départ, on partait aussi sur, on va faire chacune des articles de blog pour alimenter, voilà, un article par mois. Et en fait, j'ai écrit mon premier article de blog qui était qui parlait de Canva, voilà, comment utiliser Canva pour faire un peu sa promotion. Et j'ai bien aimé écrire cet article, mais j'ai trouvé ça très difficile. Et je trouvais que c'était pas fluide et que c'était pas forcément ce qui me correspondait le mieux. Et Gaëlle qui m'a dit, mais finalement, Aurane, peut-être que toi, ce qui te correspond mieux, c'est le podcast. Et c'est ton truc. Et voilà, essaye de faire ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, voilà, je m'épanouis vraiment à faire ça, à contacter des gens, à nouer des dialogues, à poser des questions. Moi, je me forme en même temps. Hein, voilà, j'adore faire ça. Comment on se lance dans l'entrepreneuriat? Alors, je pense que l'entrepreneuriat, au départ, ça part d'une idée qu'on a envie de développer et qui a du sens pour nous et qui peut être bénéfique à d'autres personnes. Ça peut être, voilà, développer une nouvelle mobilité, je sais pas, une nouvelle trottinette électrique révolutionnaire. Ça va être le côté produit. Il y a aussi le côté service. Si je prends l'exemple de Tradupreneur avec Gaëlle, voilà, on s'est dit pourquoi pas allier, parce que moi j'avais en projet sur les réseaux sociaux de monter au fur et à mesure une communauté entre traducteurs et traductrices. Gaëlle, elle avait déjà un blog de traduction qui marchait très bien, qui avait son audience et pas mal de personnes qui la suivaient. Et donc, via une publication sur LinkedIn, en fait, elle a découvert aussi un peu ma démarche et puis elle m'a proposé qu'on s'associe. Donc, aussi, voilà, l'entrepreneuriat, c'est des rencontres. C'est des rencontres qui peuvent tourner autour d'une même idée, d'une même volonté. Nous, notre volonté, c'était de rendre accessible de l'information et des ressources utiles sur l'entrepreneuriat en traduction. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme, il y a une section blog, il y a des pages parcours pour justement, les personnes sont débutants, veulent savoir déjà connaître c'est quoi être traducteur, comment se lancer, comment se développer. Voilà, une partie podcast, enfin, vraiment un panel varié avec des services de conseil aussi, de la formation qui sont proposés par Gaëlle aussi via un autre organisme de formation. Mais je pense, ouais, c'est une énergie aussi. Une énergie. Et puis oui, on part d'une idée, d'un modèle ou d'une utopie ou d'un rêve qu'on essaye de mener à bien, suivant parfois différentes contraintes. Il y aura forcément des embûches qui vont semer le chemin, mais je pense que j'essaye de me dire tous les jours, le plus important, en fait, c'est pas l'objectif. Le plus important, c'est le chemin. C'est, voilà, souvent il y a l'image, le plus important, c'est pas d'arriver au sommet, enfin, c'est de gravir la montagne et de voir tout ce qui se passe en chemin, tous les changements psychologiques, physiques, enfin voilà, qui peuvent engendrer, parce que ouais, c'est une aventure. Merci beaucoup, Annabelle, et c'était vraiment un plaisir d'enregistrer ce podcast avec toi. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te suivre sur les réseaux? Oui, alors vous pouvez me suivre sur LinkedIn en tapant Aurane Desnos. Vous pouvez me suivre aussi via l'initiative Tradupreneur, donc il y a le site internet, il y a la page LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Et aussi sur mon site Tradistica.
Et là aussi, j'ai mon réseau principal, voilà, c'est LinkedIn et une page LinkedIn et Instagram. Donc il y a plein de moyens de pouvoir, me contacter. Super. Merci beaucoup.